The clock is ticking on the ACA subsidies set to expire at the end of this year. We're now set for a vote in January on an extension after 4 Republican lawmakers broke with Speaker Johnson and joined Democrats to force a vote. This as Republican leadership passed their own health care bill today that does not include an extension of the subsidy. Il arrive parfois que le fonctionnement habituel des institutions soit sensiblement modifié. Dans certaines circonstances, les décisions administratives prennent une importance politique accrue, non pas en raison de leurs conséquences immédiates, mais parce qu'elles révèlent les limites et les usages du système lui-même. Le 18 décembre 2025, le président de la Chambre des représentants des États-Unis, Mike Johnson, a ordonné la clôture anticipée des activités législatives de la Chambre, décrétant la suspension des travaux et renvoyant les parlementaires dans leurs États avant la date initialement prévue. La décision a été annoncée le jour même où une pétition a obtenu les 218 signatures nécessaires pour forcer le vote d'un projet de loi prolongeant de 3 ans les subventions fédérales liées à l'Affordable Care Act. Cette coïncidence temporelle n'est pas passée inaperçue. L'instrument réglementaire utilisé, rarement utilisé avec succès, a reçu le soutien total du groupe démocrate et de 4 députés républicains. Il visait à garantir la continuité des prestations de santé qui, selon les estimations officielles, concernent directement environ 23 millions d'Américains. En décrétant la suspension immédiate de la Chambre, avant que la pétition ne puisse aboutir et donner lieu à un vote, Johnson a établi un précédent inhabituel dans l'utilisation stratégique du calendrier législatif pour bloquer les délibérations soutenues par une majorité bipartisane. Bien que la suspension et la réorganisation de l'ordre du jour soient des prérogatives régulières du président de la Chambre, la suspension brutale des activités face à une pétition réglementaire validée a soulevé des questions sur le degré d'instrumentalisation des règles internes pour empêcher la manifestation de l'Assemblée plénière. L'affaire prend tout son sens lorsque l'on constate que la proposition visait à éviter un vide juridique et budgétaire qui se serait consolidé à la fin du mois de décembre avec l'expiration prévue des subventions en vigueur. Dans ce contexte, la décision de Johnson a eu une conséquence immédiate: l'impossibilité de toute délibération avant la fin de l'année législative. Cet épisode a ainsi rompu avec l'attente institutionnelle selon laquelle des instruments réglementaires consacrés, tels que la discharge pétition, peuvent y être activés à la majorité simple pour corriger les blocages imposés par la présidence de la Chambre. Cette manœuvre a suscité des réactions publiques de la part de parlementaires des 2 partis, de gouverneurs d'État, de conseils de santé et d'analystes juridiques, qui ont tous convergé vers l'évaluation qu'il s'agit d'un cas inhabituel de contention procédurale, face à une initiative majoritaire ayant des effets sociaux importants. L'impact de cet épisode ne s'est pas limité à l'obstruction technique de la proposition. L'anticipation de la pause parlementaire a renforcé l'impression que la direction de la Chambre, face à la perte de contrôle d'une partie de sa base, a choisi de suspendre temporairement les travaux, afin d'empêcher l'avancement d'un processus qui avait déjà obtenu un soutien suffisant pour être soumis au vote en séance plénière. Les 4 républicains qui ont adhéré à la pétition ont exprimé, en coulisses, leur malaise face à l'imposition d'une ligne intransigeante par la direction du parti, notamment en ce qui concerne le refus de délibérer sur toute prolongation des subventions, sans l'inclusion de dispositions idéologiques liées à des thèmes tels que les droits reproductifs et le contrôle étatique des régimes d'assurance maladie. Le mouvement de ces parlementaires a signalé un affaiblissement de la cohésion interne du groupe parlementaire au pouvoir et a mis en évidence l'existence d'une dissidence pragmatique qui cherche à préserver sa viabilité électorale dans les circonscriptions où la continuité de l'aide subventionnée est un sujet sensible. La position des dirigeants a également fait l'objet de critiques publiques après les déclarations de Johnson minimisant la portée de la mesure. En affirmant que l'interruption des subventions n'affecterait que 7% de la population, le président de la Chambre a provoqué une réaction immédiate des experts en santé publique, qui ont souligné l'impact direct de la suspension sur des millions de personnes en situation de vulnérabilité. Cette déclaration, outre son imprécision d'un point de vue technique, a amplifié l'usure politique de la direction, en étant interprétée comme une tentative de réduire l'importance d'une question qui, pour de nombreux électeurs, est liée à leur survie quotidienne. Le contraste entre la nature de l'aide en question et le discours adopté par la présidence de la Chambre a contribué à renforcer l'idée que la décision de mettre fin aux travaux législatifs n'était pas motivée par des facteurs opérationnels,
mais par une stratégie délibérée visant à empêcher la coalition bipartisane d'obtenir une victoire procédurale. Le recours à la pétition de décharge comme alternative réglementaire à ce blocage a été interprété par les observateurs du Congrès comme un signe d'épuisement des voies de négociation formelles. Il s'agit d'un mécanisme peu fréquent, généralement utilisé en cas d'impasse extrême, lorsque la majorité des parlementaires souhaitent inscrire à l'ordre du jour un sujet que la direction de la Chambre refuse de soumettre au vote. Le fait que la pétition ait abouti révèle non seulement l'ampleur du soutien au projet de prolongation des subventions, mais aussi un nouveau niveau de dissension au sein de la structure législative, dans lequel même les membres de la base gouvernementale préfèrent rompre avec la conduite centralisée de l'ordre du jour plutôt que d'affronter le coût politique d'être associé à l'interruption des avantages. L'anticipation de la suspension des travaux, comme réponse directe à cette avancée, a signalé, à son tour, un changement de position de la présidence de la Chambre. Au lieu de chercher à reconstituer sa majorité par des ajustements internes ou des négociations, la direction a choisi de suspendre le fonctionnement de l'institution. Ce choix a ajouté une dimension institutionnelle à l'épisode, car il a transformé un différend de fond sur la santé publique en une question sur les limites des prérogatives réglementaires du président de la Chambre. Jusqu'à présent, il n'y a pas eu de consensus entre les dirigeants des partis sur la légitimité de cette manœuvre, mais on observe un malaise croissant parmi les parlementaires qui voient dans cet épisode un précédent dangereux pour l'équilibre des pouvoirs internes. L'interruption des activités législatives, comme moyen de bloquer l'utilisation d'un mécanisme prévu dans le règlement de la Chambre, soulève inévitablement des questions sur la santé démocratique du processus délibératif, dans un contexte de majorité étroite et de tensions idéologiques constantes. À partir de là, l'analyse de l'épisode s'étend au-delà de la réaction immédiate à l'obstruction législative promue par Mike Johnson et atteint un plan plus large de convergence institutionnelle, dans lequel différents mécanismes de pression, articulations réglementaires et fractures politiques commencent à composer un tableau plus dense de la dispute interne à la Chambre des représentants. L'utilisation réussie de la pétition de destitution par 4 républicains dissidents qui se sont joints au groupe démocrate a révélé non seulement le mécontentement à l'égard de la présidence de la Chambre, mais aussi l'émergence d'une coalition ponctuelle qui a fonctionné en dehors des axes formels de l'alignement partisan. Bien que la pétition ait été utilisée spécifiquement pour faire avancer la proposition d'extension des subventions liées à l'ACA, son succès a provoqué une réévaluation du rôle de la minorité législative et des parlementaires modérés dans la dynamique décisionnelle de la Chambre, en particulier dans les contextes de majorité serrée. Ce mouvement n'est pas isolé. Dans les semaines qui ont précédé la formalisation de la pétition, on observait déjà une tendance croissante à des initiatives réglementaires de la part de secteurs démocrates et républicains, mécontents du programme de la direction. En novembre, par exemple, une autre pétition de destitution a été présentée afin d'annuler un décret de l'ère Trump qui restreignait le droit de négociation collective des employés fédéraux. Avant cela, des députés avaient tenté de faire adopter une mesure similaire pour forcer la divulgation de documents classifiés concernant l'affaire Jeffrey Epstein. Bien que ces initiatives n'aient pas eu le même retentissement politique, elles ont montré une volonté plus ferme de recourir à des instruments réglementaires inhabituels pour débloquer des questions bloquées. En ce sens, la pétition pour la prolongation de l'ACA a représenté le premier cas récent où la convergence entre les partis s'est traduite par une majorité formelle, activant un outil dont l'utilisation réussie est souvent considérée comme un geste d'affaiblissement de l'autorité de la présidence législative. C'est dans ce contexte que les réactions d'acteurs extérieurs à la Chambre, tels que le chef de la minorité au Sénat, Chuck Schumer, et le président de la commission budgétaire de la Chambre, Brendan Boyle, prennent toute leur importance. Tous deux ont commencé à défendre publiquement l'idée que, face à l'obstruction de la proposition à la Chambre, le Sénat pourrait chercher à suivre une procédure parallèle, sur la base du texte original de la pétition, afin de maintenir la pression institutionnelle et de préserver le contenu de la proposition jusqu'à la reprise des activités législatives. Bien que la procédure interchambre ne soit pas simple, ce type de coordination renforce l'idée que l'épisode a dépassé le cadre d'un conflit interne à la Chambre et est désormais considéré comme un défi au fonctionnement normal du pouvoir législatif. La commission des règles, chargée d'autoriser les votes en séance plénière, a elle-même été pressée par des groupes parlementaires de se prononcer sur les limites de la clôture anticipée des sessions dans le contexte des pétitions en cours, indiquant que la décision de Johnson pourrait ouvrir la voie
à des remises en question institutionnelles plus larges. Cette convergence aide à comprendre pourquoi cet épisode a rapidement été réinterprété comme un symbole de crise de commandement, et non comme un simple blocage de l'ordre du jour. Sur le plan politique, le leadership de Johnson était déjà mis à rude épreuve par des difficultés antérieures à coordonner des votes sensibles, tels que le paquet de sécurité nationale et les mesures provisoires de financement du gouvernement. Sa gestion de l'agenda de la Chambre, marquée par un alignement automatique sur le noyau le plus idéologique du Parti républicain, était critiquée par les parlementaires représentant des circonscriptions plus compétitives, en particulier dans les États du Nord-Est et de la côte Ouest. En bloquant la prolongation des subventions de l'ACE, un sujet largement accepté par la population, Johnson a renforcé l'impression que son leadership était subordonné à une logique de veto programmatique. Plus soucieux de rester fidèle au président Donald Trump que de concilier les demandes d'une coalition législative fonctionnelle. La décision d'interrompre les travaux a également reconfiguré la position de parlementaires tels que Hakeem Jeffries, leader démocrate à la Chambre, qui était pressé par les secteurs les plus pragmatiques de son parti de rechercher des points de convergence avec les républicains modérés. Le succès de la pétition a permis à Jeffries de démontrer qu'il était possible d'avancer sur des questions d'intérêt social sans céder aux impositions idéologiques, ce qui a renforcé sa position interne et l'a projeté comme une figure centrale dans la réorganisation du jeu législatif en 2025. Son refus de négocier des contreparties pour la prolongation des subventions, même face à la pression exercée pour modifier le texte, a été interprété comme une stratégie visant à réaffirmer l'autonomie de la minorité législative, en particulier après les défaites essuyées en début d'année sur les questions budgétaires. Ce geste a été bien accueilli par divers secteurs du parti et a contribué à consolider l'idée que la pétition était plus qu'un instrument technique. Il s'agissait d'un repositionnement politique de la minorité en tant que majorité occasionnelle, capable d'imposer son programme grâce aux règles du système lui-même. Parallèlement, la réponse institutionnelle des parlementaires républicains, critiques à la décision de Johnson, révèle également un degré d'instabilité qui transcende la question des subventions. Des personnalités telles que Mike Lawler, qui représente des circonscriptions dont les électeurs dépendent de l'ACA, se sont publiquement prononcés contre la décision de clore la session, la qualifiant de politiquement désastreuse et juridiquement contestable. Dans des déclarations à la presse, Lawler et d'autres collègues ont suggéré que la fermeture de la Chambre pour éviter un vote légitime pourrait compromettre la crédibilité du parti auprès de l'électorat centriste, en particulier à l'approche du cycle électoral de 2026. Ces signes de dissidence interne ont été accompagnés de réunions d'urgence entre les membres du groupe parlementaire républicain modéré, qui ont commencé à discuter, en privé, de la possibilité de conditionner leur soutien futur au maintien des prérogatives législatives fondamentales, telles que le droit de délibérer sur des questions bénéficiant d'un soutien majoritaire. À partir de ces mouvements, une lecture institutionnelle plus large de la signification de cet épisode se consolide. La combinaison d'instruments réglementaires rares, de dissensions bipartites, de la réaction du Sénat et de la contestation publique de la direction indique que le système législatif, bien que sous pression, dispose encore de mécanismes internes d'ajustement face à des impasses extrêmes. Dans le même temps, cet épisode met en évidence la vulnérabilité des institutions dans des scénarios de majorité étroite, où la direction dépend de la cohésion totale du groupe parlementaire pour éviter la formation de majorités alternatives. L'utilisation de la pétition de décharge comme outil de déblocage occupe ainsi une place de choix dans le répertoire tactique des parlementaires en minorité formelle, mais capable de s'articuler avec la majorité. Son succès dans ce cas précis est susceptible d'influencer les stratégies législatives futures, servant de paramètre pour la redéfinition des coalitions et la réévaluation du poids relatif de la présidence de la Chambre dans un environnement politique fragmenté. La paralysie partielle des activités parlementaires et la suspension momentanée de la procédure de destitution ont donné lieu à des interprétations contradictoires quant aux limites réelles du pouvoir du président de la Chambre des députés. La décision de Mike Johnson d'interrompre les travaux alors qu'une majorité articulée progressait a accentué les interrogations sur l'équilibre entre autorité réglementaire et responsabilité institutionnelle. Les experts en matière de normes législatives et les constitutionnalistes ont commencé à diverger sur la question de savoir si cette initiative constitue l'exercice légitime d'une compétence réglementaire, ou une mesure qui dépasse les contours fonctionnels attendus de la fonction. Bien qu'il n'y ait pas de convergence totale entre les analystes,
Beaucoup voient dans ce geste un précédent qui pourrait compromettre le caractère délibératif du Congrès, en bloquant l'avancement de questions importantes, même face à la manifestation organisée d'une majorité parlementaire. Au cœur du débat se trouve la nature juridique et politique de la pétition de décharge, un instrument historiquement conçu pour garantir à la majorité de la Chambre la possibilité de forcer l'examen d'une proposition lorsque la direction refuse de l'inscrire à l'ordre du jour. L'utilisation de la suspension comme outil pour empêcher son traitement soulève des doutes quant à la raison d'être même de ce mécanisme. Selon une partie de la doctrine, en empêchant son applicabilité par la clôture anticipée des sessions, la présidence subvertirait l'objectif de l'institution, qui est précisément de permettre l'exercice de la volonté collective dans des contextes d'obstruction verticale. Une autre tendance soutient que le règlement intérieur accorde une large autonomie au président pour définir le rythme du calendrier législatif, y compris le droit de clore les activités, ce qui, par sa propre logique, conditionne le cours des instruments qui dépendent d'une délibération continue. La controverse a résonné dans les articulations politiques internes de la Chambre. Parmi les démocrates, des propositions ont été avancées pour modifier les règles du règlement afin de restreindre le pouvoir concentré entre les mains de la présidence, en particulier lorsqu'il existe des indications d'une majorité formellement démontrée en faveur de la discussion d'une question donnée. Les parlementaires républicains plus modérés, quant à eux, se sont montrés disposés à discuter de solutions qui élargissent l'accès à la plénière dans des situations de soutien bipartite constant. Ces mouvements, bien qu'encore embryonnaires, révèlent une tentative de rééquilibrer le jeu interne, dans un contexte marqué par des disputes réglementaires intensifiées, à un moment où la stabilité procédurale du pouvoir législatif est de plus en plus mise à mal. D'un point de vue stratégique, la mesure prise par Johnson a suscité des réactions mitigées. Les analystes les plus critiques voient dans la suspension des travaux une initiative risquée, qui a exposé les faiblesses du leadership et fragilisé l'image publique du Parti républicain à un moment de grande visibilité. D'autres estiment que cette décision était un choix pragmatique, visant à contenir l'avancée d'un vote qui, s'il avait abouti, aurait représenté une défaite politique significative. Dans cette optique, le coût symbolique de la paralysie serait moindre que l'impact de permettre à une coalition d'opposition de remporter un succès législatif pendant la pause. Selon ses défenseurs, cette logique de contention pourrait être inversée ultérieurement. Grâce à la réarticulation des soutiens internes et à la réaffirmation des revendications partisanes axées sur la base électorale la plus fidèle. À un niveau plus structurel, cet épisode a révélé le degré d'instabilité qui caractérise la gouvernabilité de la Chambre en période de majorité fragile. La difficulté à maintenir la cohésion entre les alliés eux-mêmes, ajoutée à la dispersion idéologique croissante entre les membres de la majorité, a conduit à des décisions improvisées, à des obstructions tactiques et à des revirements procéduraux successifs. La décision de clore les sessions face à une défaite législative imminente renforce le sentiment que les dirigeants ont perdu leur capacité à générer un minimum de convergence. Le recours de plus en plus fréquent à la pétition de décharge par des blocs interpartis met en évidence une tendance au déplacement de l'autorité formelle vers des articulations parallèles, étrangères au contrôle vertical traditionnellement exercé par le parti majoritaire. Malgré le blocage institutionnel, la proposition relative aux subventions de la loi sur les soins abordables n'a pas disparu du radar politique. Les sénateurs des deux partis travaillent déjà à la rédaction de versions alternatives, dans l'intention de réintroduire le sujet lors du prochain cycle législatif. Pendant ce temps, les gouvernements des États et les conseils municipaux de santé évaluent des alternatives locales de financement d'urgence, en utilisant leurs propres ressources afin d'atténuer les impacts sociaux de la paralysie. Les organisations civiles ont également intensifié la pression sur les parlementaires des régions clés, par le biais de campagnes publiques et d'articulations directes, signalant que le sujet reste d'actualité et qu'il est susceptible de générer de nouveaux blocages institutionnels. L'action de Johnson, en ce sens, a peut-être reporté une décision, mais elle n'a pas éliminé le conflit ni ses effets structurels. La dimension symbolique de l'affaire a donné lieu à des analyses contrastées sur l'état de la représentation législative au Congrès américain. Certains interprètes voient dans le recours à la motion de destitution et dans la coalition qui s'est formée autour d'elle une expression de la résilience démocratique, démontrant que le système dispose encore de mécanismes internes pour réagir à des blocages concentrés. D'autres, cependant, voient dans la suspension du fonctionnement de la Chambre un signe inquiétant.
qui expose les risques d'érosion des normes démocratiques face à la volonté des dirigeants d'utiliser tous les moyens disponibles pour éviter les votes inconfortables. Le point d'équilibre entre la capacité de réaction institutionnelle et le risque de paralysie délibérative reste incertain et dépendra, dans les semaines à venir, du comportement des dirigeants, de la pression externe exercée par les électeurs et les entités organisées, et de la manière dont le Congrès décidera d'aborder les nouveaux chapitres de ce conflit, qui, selon toute indication, est loin d'être résolu.